taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaatu politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de sur votre émission Objection qui reçoit ce dimanche un homme qui a traversé les sommets du pouvoir, plusieurs fois ministre, et ses zones d'ombre également. Abdoulaye Diouf Sarr est notre invité. Monsieur le ministre, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Bayomar, c'est un plaisir partagé. Vous me permettez de saluer l'ensemble de vos auditeurs, mais aussi de souhaiter bonne année 2026 aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Cette émission est la dernière pour ce qui est de 2025. C'est l'occasion de remercier tous nos invités qui n'ont ménagé aucun effort pour partager avec nous ces temps forts. Et vous en êtes le dernier de 2025. Tous nos vœux les meilleurs pour 2026. Mais d'abord, Monsieur le ministre, vous avez publié un ouvrage. Vous avez décidé de parler avec gravité. Pourquoi sans bruit pour titrer cet ouvrage? Merci Bayomar. J'ai publié effectivement l'ouvrage Sans bruit. Je ne sais pas si j'ai parlé avec gravité ou non, mais j'ai parlé aux Sénégalais avec sincérité. Sans bruit parce que certainement ma nature elle-même est une nature qui privilégie le silence, l'écoute, qui privilégie l'introspection silencieuse pour une meilleure compréhension des choses. Mais sans bruit aussi parce que dans l'ouvrage, vous l'avez certainement lu, Oui. il y a énormément de choses qui a priori peuvent se concevoir ou se dire avec du bruit, mais moi j'ai préféré dans le style, dans la méthodologie, d'en parler avec beaucoup de pondération, avec beaucoup de maturité et avec beaucoup de retenue. C'est pourquoi ce livre, pour ces deux raisons-là, s'appelle Sans bruit. D'ailleurs, pour l'histoire, ça a failli s'appeler Dire sans bruit. Ah. Dire sans bruit. Et à la dernière minute, j'allais dire même à la dernière semaine, je me suis dit, bon, le dire est donc évident. Il faut juste que je laisse sans bruit pour que cela s'appelle Sans bruit. Alors, pourquoi est-ce, selon vous, le récit d'un homme blessé, politiquement, je veux dire, ou est-ce que c'est un témoin de l'histoire récent, ou un acteur qui règle des comptes avec lui-même? Très bonne question. Les deux aspects de votre question, notamment le premier et le troisième, ne me ressemblent pas. Je n'appréhende pas la vie politique en termes donc de blessures ou autres. Pour moi, le jeu politique est un jeu de contradictions. Il y a des hauts et des bas. Je n'appréhende pas ça vraiment dans une logique de haine ou autre. Le troisième élément aussi, est-ce que je règle des comptes? Non aussi. Je pense que la vie politique, c'est aussi un jeu d'acteurs et des fois, il y a des situations délicates qu'il faut comprendre et dépasser. Témoin de l'histoire. Avec soi-même. Est-ce que vous réglez des comptes non, pas du tout. vous-même? Pas du tout. Pas du tout. Parce que je considère que dans la vie, toutes les occasions, et surtout les occasions qui ressemblent à des échecs, sont des occasions où il faut tirer des leçons et apprendre. C'est comme ça que je conçois les choses. Non, ce livre-là est plus dans le deuxième point de votre question, c'est pour être témoin de l'histoire. Okay. Parce que l'écriture, figurez-vous, c'est toujours un lien entre les générations d'aujourd'hui et les générations futures. Et je pense que poser un acte de cette nature-là, au plan intellectuel, permet aux générations actuelles d'y voir plus clair, mais permet aussi aux générations futures, le moment venu, de comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc ce livre s'adresse pour vous aux militants, à l'histoire ou aux Sénégalais désabusés? Mais ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde parce que dès qu'on est donc intellectuellement sur le marché, si je peux m'exprimer ainsi, dès qu'on écrit, l'écriture effectivement devient la possession de tout le monde et du public. Chacun, par rapport à sa position, l'utilise ou l'exploite
de la manière qu'ils souhaitent. Donc, c'est un ouvrage qui s'adresse à tout le monde. Mais encore une fois, comme je disais tantôt, le plus important, c'est que par rapport à aujourd'hui, ça clarifie pour les contemporains. Et par rapport à demain, ça permet à l'histoire de savoir ce qui s'est réellement passé sur des aspects importants de notre vie politique. Alors, en jetant un coup d'œil sur votre parcours, un parcours administratif, mais aussi un parcours politique. Plusieurs fois, vous avez été nommé ministre. Quel est, selon vous, le département qui vous a le plus marqué aujourd'hui? Collectivité territoriale, tourisme ou santé? Merci. Oui, je me demande si un homme public qui conçoit sa mission ou son action politique et publique comme un sacerdoce, comme une mission, peut aller dans des logiques de comparaison. Je considère qu'au tourisme, il y avait une mission exaltante. J'ai eu à aborder des questions essentielles, comme la relance de Sénégal Airlines, comme la relance du tourisme post-Ebola, c'était des dossiers difficiles, comme la reprise du chantier AIBD, c'était des dossiers très très importants. Aux collectivités territoriales, nous avons effectivement eu des dossiers qui étaient des enjeux. La reprise de la gestion des ordures pour installer donc l'UCG qui est devenu aujourd'hui Sonaged, c'était aussi passionnant. Mais il faut reconnaître quand même que le département de la santé a été le département où je devais prendre en charge la gestion d'une crise planétaire. Et c'est à ce niveau-là que le monde m'a découvert. Et c'est à ce niveau-là aussi que j'ai géré H24, une crise qui exigeait énormément d'intelligence, énormément de concentration, mais aussi énormément de sacrifices. Alors, dans ce département, il y a quand même une tragédie qui a marqué votre parcours. C'est l'incendie de l'hôpital de Tivaouane, qui a coûté la vie à 11 bébés. Abdoulaye Diouf Sarr, quelle est aujourd'hui votre vérité sur cette tragédie? Oui, tragédie extrêmement douloureuse. Hein. Je pense aux parents et je pense effectivement donc aux familles. Hein. Et c'est une tragédie très très douloureuse. Mais il n'y a pas ma vérité. La vérité d'Abdoulaye Diouf Sarr, il y a la vérité. Et cette vérité-là ne peut être trouvée que dans l'enquête qui a suivi. Dans ce pays, malheureusement, quand il y a des dossiers de cette nature, on lance des enquêtes, mais très rarement on s'intéresse pour savoir quel est réellement ou quels sont les résultats de ces enquêtes. C'est pourquoi il faut, à mon avis, vous en tant que journaliste, faire des investigations pour aller rechercher la vérité. Mais ma vérité en tant qu'Abdoulaye Diouf Sarr, je pense pas que donc je puisse vous dire voilà ma vérité, parce qu'il n'y a pas ma vérité dans il n'y a pas ma vérité dans le dossier. Ta vérité liée aux faits. Oui, les faits c'est quoi? Les faits c'est quoi? C'est 11 bébés qui malheureusement dans un service de néonat ont perdu donc la vie avec vraiment donc dans une situation dramatique parce qu'il y avait le feu. Est-ce qu'il y avait effectivement un court-circuit électrique, ce qui semble être plausible. Moi-même, en tant que ministre, j'étais en ce moment à Genève au moment des faits. Je suis revenu pour suivre le dossier et ce qui s'en est suivi. Je ne vous l'apprends pas, vous l'avez vécu comme moi. J'ai quitté ce ministère dans les conditions que vous savez. Donc, la vérité elle-même est dans le dossier et je vous demande d'aller la trouver. Comment personnellement et politiquement vit-on un tel événement? De manière très, très, très douloureuse. De manière très douloureuse parce que c'est assez douloureux de voir une telle situation dans son département. Nous sommes des humains, mais avec énormément de dignité parce que dans une situation comme ça, la clameur est telle qu'il est extrêmement difficile de ne pas, de temps en temps, considérer certaines déclarations peut-être comme étant injustes. Mais on vit ça avec énormément de dignité, avec beaucoup de responsabilité, mais avec douleur parce que des situations comme ça, personne n'aimerait effectivement les vivre. Votre part de responsabilité dans cette tragédie? Aucune part de responsabilité, mais la responsabilité politique, parce que dans une situation comme celle-là, il faut absolument savoir qu'il y a
quelqu'un qui gère le département qui est concerné, et ce quelqu'un-là est indexé, mais une responsabilité directe par rapport à ce qui s'est passé, tout le monde sait qu'il n'y en a pas. Votre départ du gouvernement est lié à cette tragédie. Mais oui, bien entendu, parce qu'il faut jouer et donc accepter de jouer le rôle de fusible dans des situations comme ça. Parce que si on ne le fait pas, l'onde de choc peut monter et peut arriver à des niveaux qui ébranlent donc le système de manière globale. Donc un ministre, ça aussi, joue ce rôle-là. Et vous racontez quelques confidences avec le chef de l'État avant votre départ de ce ministère. Vous avez reçu un coup de fil du chef de l'État. Oui, c'est dans cette veine-là que je viens de vous expliquer. Je jouais effectivement, donc de manière tout à fait naturelle, le rôle de celui qui doit partir pour baisser la tension au niveau de l'opinion. Et je remercie de ce point de vue le président Macky Sall, parce que lui-même, il m'a appelé pour qu'on en parle. On en a parlé et on s'est entendu en toute responsabilité que la solution pour baisser effectivement la tension dans l'opinion, c'était que je parte. Mais il a eu quand même l'amabilité de me dire, bon, Ablaye, je pense que pour ne pas que l'opinion donc pense à une sanction, je vais même mettre quelqu'un de votre équipe pour continuer votre travail. Ça, il n'était pas obligé de me le dire, je l'ai expliqué dans le bouquin, et c'est tout à son honneur de traiter comme ça. Ministre. Absolument. Alors oui, maintenant parlons du dossier de la COVID-19 avec les accusations liées à la gestion quand même de cette pandémie. Oui, vous avez été cité publiquement par rapport à ce dossier par justement la presse. Comment justement expliquez-vous déjà ces accusations? Quelle vérité est la vôtre par rapport à ces accusations? Non, ce n'est pas des accusations. Je pense que dans une situation comme ça, que ce soit dans le dossier Covid ou dans d'autres dossiers, il y a une exploitation médiatique. Et dans l'exploitation médiatique, il peut y avoir beaucoup de confusion parce que tout le monde n'est pas expert pour pouvoir comprendre les éléments d'un rapport d'audit. Donc, il y a une mauvaise compréhension de ce qui a été écrit techniquement, mais je me suis jamais... parce qu'un rapport d'audit, c'est des recommandations, c'est des analyses, et quand on n'est pas spécialiste, on peut peut-être penser qu'il y a quelque chose qui a été donc dit contre le ministre. Je prends un exemple, un exemple concret, j'ai expliqué dans le livre. Quand dans le rapport d'audit, la Cour recommande pour que sur les crises à venir par rapport à tout ce qui est dérogation au code des marchés publics, il faut un schéma qui encadre mieux pour mieux effectivement donc organiser la compétition dans l'attribution donc de la commande publique. Il ne faut pas là prendre ça comme étant une recommandation qui indexe, c'est une recommandation d'efficience. Je crois que ce genre de choses, on en voit beaucoup dans ce dossier-là. Autre élément important, quand la Cour effectivement donc aborde le système de pilotage de la riposte en disant que le pilotage stratégique de la riposte pouvait être mieux et donne des orientations, des recommandations, il ne faut pas qu'on dise que ouais, on a épinglé. Le mot épinglé a été beaucoup utilisé dans un contexte où la Cour était plus dans les recommandations d'efficience. Mais en aucun moment, et ça vraiment, Omar, ceux qui ont lu les 180 pages du rapport de la Cour, savent qu'en aucun moment, il y a eu effectivement donc d'indexation ou en tout cas de reproches en termes donc d'irrégularité financière concernant le ministre de la Santé. Mais dans le débat public par rapport justement aux dossiers liés à l'oxygène et tout ça, on a également suivi des accusations publiques par rapport à l'octroi de ce marché. Quelle réponse claire? Non, je pense que non. Non, il y a pas d'accusation dans le dossier par rapport à un marché sur l'oxygène. Sur la question de l'oxygène, je reviens parce qu'il y a des déficits de temps en temps dans bien des centres hospitaliers, il n'y en avait pas aussi. Bien sûr. Alors que de l'argent avait été sorti pour en acheter. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je crois que si vous lisez le livre, vous vous rendez compte que la question de l'oxygène se posait en termes de sa disponibilité dans les structures de santé, notamment dans les structures privées. Et dans les structures privées, l'oxygène représentait une partie importante des factures des patients.
Et l'État, en un moment, s'est dit, bon, écoutez, il va falloir réquisitionner l'oxygène dans le pays pour l'orienter santé. Autrement dit, toutes les structures qui faisaient de l'oxygène, dont Air Liquide, qui était leader, devaient être focus sur la santé et prendre l'ensemble de leur production et mettre à la disposition du ministre de la Santé. Pour que nous, à notre tour, qu'on puisse effectivement généraliser donc, cet oxygène-là et rendre l'oxygène à la limite gratuite dans l'ensemble des structures, dont les structures privées. C'est ça qui était en réalité le problème de l'oxygène. Et je l'explique de manière très claire dans le livre. Oui. Et là, il faut s'en réjouir et féliciter bien sûr l'ancien président qui a suivi donc, nos orientations ou nos propositions pour donner cette, j'allais dire, onction ou cette autorisation pour que l'oxygène soit de manière totale orientée vers la santé. Il y a aussi quelques marchés qui ont été livrés en dehors de la PNA, qui était la structure officiellement justement retenue pour ce genre d'exercice. Qu'en est-il réellement? Il n'y en a pas. Je pense que la PNA était spécialisée sur tout ce qui est donc médicaments de référence et la liste qui concerne les chats des médicaments était donc claire de ce point de vue-là. C'est sur ça que la PNA était donc, avait le monopole. Sur les autres aspects, non. Les masques d'oxygène, par exemple. Non, la PNA n'est pas effectivement, n'a pas ce monopole. La PNA a le monopole des médicaments de référence qui sont dans un arrêté de manière très claire. Pour le reste, la Cour n'a pas vraiment fait d'observations qui sont effectivement des observations qui indexent financièrement le ministère de la Santé. De ce point de vue, la disponibilité des médicaments par le biais de la PNA a joué un rôle important à ce niveau. Mais bien sûr, parce que la PNA, bien sûr, devait jouer ce rôle. Géographiquement et du point de vue accessibilité financière. Devait jouer ce rôle. Et nous avons expliqué dans le livre l'importance de la PNA qui doit faire en sorte que le médicament arrive jusqu'au dernier kilomètre. Et partout dans le pays. Et ça, c'est fondamental. Et je pense que cette structure-là mérite d'être renforcée. Alors, du point de vue, par exemple, de la gestion de ce fonds, les 1000 milliards, aujourd'hui, vous avez suivi justement le déroulé par rapport aux enquêtes et tout ça. Quel entendement faites-vous par rapport à la gestion de ce dossier dans le cadre de la reddition des comptes? Je pense que c'est un dossier qu'il faut laisser se poursuivre. Je ne vais pas, outre mesure, donc entrer dedans et donner des appréciations, sauf peut-être sur des questions évoquées dans le bouquin que je considère comme étant des questions qui ne touchent pas le fond du dossier au plan judiciaire. Vous me permettrez donc de ne pas trop m'aventurer là-dessus. Ce que je peux simplement dire, c'est que quand on dit 1000 milliards, on peut avoir l'impression que c'est 1000 milliards qui ont été utilisés dans la riposte sanitaire, alors que les 1000 milliards étaient destinés au plan de résilience économique et sociale, et que donc le ministère de la Santé avait à gérer à peu près 4,5%, environ 45 milliards. N'êtes-vous pas inquiet par rapport à la poursuite de ce dossier? Non, pas du tout. En tant qu'Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé aujourd'hui? Pas du tout. Je pense que nous savons effectivement ce qui se trouve dans les 180 pages du rapport de la Cour. Et il n'y a pas d'inquiétude à se faire. En tout cas, je n'ai jamais été inquiet dans ce dossier. Et je pense quand même... Et c'est ce qui pense que vous auriez dû, par exemple, être entendu? Mais vous savez, dans ce dossier-là, il y a eu tellement de bruit. Et moi, j'en parle sans bruit à ces gens-là. Je leur laisse effectivement le soin de penser ce qu'ils veulent. Mais ce qui est important pour moi, c'est ce qui se trouve dans le rapport et ce que j'ai écrit dans mon livre. Dans le rapport, c'est des recommandations qui vous ont été ordonnées par qui de droit, c'est-à-dire la Cour des comptes. Aujourd'hui, si vous aviez, par exemple, avec le recul, à vous prononcer sur votre gestion durant cette pandémie, oui, n'avez-vous pas nourri de regrets? Sur quelle partie? Quelle réponse? Moi, je pense honnêtement que le Sénégal a été classé 2e mondial sur la gestion technique de la pandémie, 2e mondial sur la gestion technique de la pandémie et 1er en Afrique. Par quelle source? Sur le plan financier, par Foreign Office, au niveau donc des États-Unis, une structure assez crédible qui effectivement donc a classé notre pays 2e mondial. Maintenant, sur le plan financier, je pense aussi, en tout cas, que le ministère de la Santé a été très, très honorable dans la gestion financière donc, de la crise,
sous réserve des recommandations que la Cour, effectivement, donc, a faites dans son rapport. Le régime, le vôtre, par rapport à la reddition des comptes, Abdoulaye Diouf Fall, quelle réponse au regard de comment vous avez géré le Sénégal durant les 12 années, les 2 mandats, parce que vous y avez contribué également en tant que ministre. Aujourd'hui, vous entendez l'ampleur des dégâts par rapport à la dette cachée et tout ça. Oui, quelle réponse de votre côté? La réponse, c'est que le Sénégal a été pendant 12 ans bien géré du point de vue des résultats techniques, bien géré du point de vue... De la dette. Je vais y revenir. Bien géré du point de vue de tout ce qui est investissement, bien géré dans ses équilibres de manière générale. Et après, il se pose aujourd'hui un débat que je considère, moi, comme Eda, un débat qui ne méritait pas effectivement de l'aide. Parce que la question de la dette, encore une fois, était une question évoquée de manière assez politicienne. Alors, toujours est-il que dans la même dynamique, oui, parlons maintenant de la présidentielle et la rupture au sommet de l'État. Vous l'avez évoqué dans le livre, vous vous êtes posé des questions, Abdoulaye Diouf Sarr. Que s'est-il passé pour que ce choix de raison se transforme en relation toxique? C'est la question que vous êtes posée jusqu'à nous faire perdre le pouvoir, avez-vous conclu? Question sans réponse. Il faut peut-être poser la question aux 2 protagonistes, mais moi je pose la question dans le livre. Si j'avais la réponse, j'allais effectivement la donner dans le livre. Ils ont répondu, mais vous n'avez pas été convaincu de les réponses. Non, ils n'ont même pas répondu de manière claire, mais ils ont quand même répondu de manière assez protocolaire. Mais moi-même, je n'ai pas la réponse. Si j'avais la réponse, je l'ai donnée dans le livre, mais je pose la question aux Sénégalais et aux Sénégalaises et nous attendons certainement... Avez-vous pu alerter le président et son premier ministre à l'époque? Non, j'ai posé effectivement la question de savoir quelle était la réalité de leur rapport, qu'est-ce qui posait problème, parce que l'opinion était en train de s'agiter par rapport à ça. J'ai été rassuré de 2 côtés, mais à la fin, je me suis rendu compte en réalité que les relations étaient des relations toxiques. Autre préoccupation sur le calendrier électoral et la crise institutionnelle. Que s'est-il réellement passé pour que le calendrier électoral soit réaménagé par l'Assemblée nationale sur proposition du président Macky Sall? Des questions qui se posent. Jusqu'à présent. Je pose énormément de questions dans ce livre et je dis que cet épisode-là est un épisode assez curieuse, à quelques encablures d'une élection présidentielle, qu'on puisse proposer un réaménagement du calendrier, cela est curieux et il serait intéressant un jour. Pour vous, il s'agit d'une erreur politique, une erreur juridique ou stratégique? Non, peut-être pas politique ni juridique, mais au plan stratégique, je pense que ce n'était pas bien inspiré, parce que simplement on pouvait donc noter que l'opinion avait commencé à s'interroger et à se dire nous devons nous radicaliser pour empêcher ça. Mais en plus de l'opinion, on a vu le système judiciaire aussi se radicaliser et dire non, ça ne passera pas. Et je pense quand même qu'au plan stratégique, ce n'était pas une bonne chose. Et comment avez-vous vécu les accusations de corruption qui portaient sur un juge constitutionnel? Comme tous les Sénégalais, très très curieux, parce que le Conseil constitutionnel est quand même un socle. Et MPK aussi, un candidat à la présidentielle. Tout à fait. Oui. Les Sénégalais n'ont pas aimé, et les Sénégalais, effectivement, donc, étaient assez choqués, parce que le Conseil constitutionnel est quand même le dernier rempart du système judiciaire. Et pensez-vous réellement que cette séquence a complètement abîmé la démocratie sénégalaise? Peut-être pas complètement abîmé la démocratie sénégalaise, parce que c'est après cette séquence qu'on a quand même tenu des élections qui ont quand même provoqué une alternance. Donc la démocratie a fonctionné, mais quand même c'était une séquence pas très belle pour la démocratie sénégalaise. Et il y a aussi une autre séquence avec ce protocole entre Sall, Diomaye et Ousmane Sonko. Vous l'avez évoqué dans l'ouvrage. Est-ce une sortie de crise responsable ou un aveu d'échec du président Macky Sall? Sortie de crise responsable, je ne pense pas qu'on puisse parler de sortie de crise responsable. Aveu d'échec, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il ne peut pas y avoir de protocole dans des circonstances comme ça. Un protocole, ça doit être
un document Mais vous l'avez évoqué dans l'ouvrage. où il y a des engagements réciproques. Puisque l'opinion en a parlé et personne ne l'a pas personne ne l'a démenti, nous considérons qu'il y a protocole. Mais s'il y a protocole, il ne devait pas y en avoir. Parce qu'un protocole aussi qui, du point de vue de l'opinion, est ignoré de par ses engagements réciproques, ne peut pas être un protocole acceptable. Était-il évitable plutôt ce protocole? Mais il ne devait même pas donc exister de protocole. Donc on ne peut pas parler donc de protocole non évitable parce que ce protocole n'aurait même pas dû avoir lieu fondamentalement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aucun Sénégalais ne connaît les termes de ce protocole en termes d'engagement réciproque. Alors, parlons de votre parti, la Renaissance républicaine debout. Oui, pourquoi créer aujourd'hui ce parti? Pourquoi créer ce parti? Pour continuer à impacter dans le débat politique, pour continuer à servir notre pays, le Sénégal, pour se battre, pour apporter une véritable alternative dans le pays. En quoi se distingue-t-il des autres? Je ne sais pas ce que vaut les autres, je ne suis pas là pour juger les autres partis, mais je sais que notre parti est un parti qui a un programme et une proposition alternative extrêmement solide et qui travaille sur des référentiels dont le seul référentiel qui, à mon avis, est un référentiel qui vaut la peine d'être porté, c'est le référentiel qui vise l'intérêt des populations sénégalaises. Est-ce une rupture avec votre passé politique ou une continuité? Rupture avec mon passé politique ou continuité, je pense que la vie politique n'est pas une vie qui doit se mener sur un éternel recommencement. Je pense que la vie politique, c'est des leçons qu'on tire de ce qu'on a fait et une perspective qu'on se donne sur la base, bien entendu, d'un parcours, sur la base d'une connaissance de l'État et sur la base aussi d'une vision et d'une conviction. Donc, c'est une continuité par rapport à tout ce que j'ai fait, mais une continuité qui tire des leçons sérieuses et qui permet véritablement de bâtir une perspective. Vous auriez ambitieuse. pu quand même continuer dans l'APR, pourquoi? Non, l'APR, c'est un choix tout à fait mais clair. Pourquoi avez-vous rompu avec l'APR? La vision est la même. Mais pourquoi avez-vous rompu avec l'APR? Je vais vous expliquer. La vision est la même. C'est de servir l'État, de faire en sorte que le Sénégal soit un Sénégal prospère, mais la perspective est peut-être différente. Ma perspective, moi, c'est de partir des valeurs qui sont de nouvelles valeurs, moi-même et des amis, pour nous dire, nous nous projetons sur l'avenir. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut effectivement rester à la paire pour attendre le retour du président Macky Sall. Pour moi, j'ai une perspective avec des amis, c'est de continuer à servir le Sénégal sur des bases... Abdoulaye Diouf Sarr, les Sénégalais nous écoutent. Avez-vous des reproches envers le président Macky Sall sur la manière avec laquelle il a géré les derniers moments? Je n'ai pas de reproches du tout à faire au président Macky Sall. Les informations et les éléments qu'il avait au dernier moment de sa gouvernance, c'est lui qui les maîtrise. Ce que je sais aujourd'hui... Il avait choisi Amadou Ba. Il avait choisi Amadou Ba sur la base d'un processus qui était établi donc, au niveau de sa coalition. Et moi-même, j'étais tout à fait donc, en phase avec ce choix. J'ai soutenu le candidat Amadou Ba. Donc, tout cela, c'est derrière nous. Ce qui est important pour moi, c'est la perspective. Mais un devoir d'explication des Sénégalais quand même. Bien sûr, celui qui doit expliquer peut-être les derniers moments et comment il les a gérés, c'est le président Macky Sall. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis battu avec le candidat de l'époque, Amadou Ba. Mais à un moment donné, à un moment donné, Abdoulaye Diouf Sarr, vous avez pensé devoir aller vous-même en suivant votre propre chemin, distingué d'eux. Pourquoi n'avez-vous pas décidé d'emprunter votre chemin? Mais bien avant que le choix de Amadou Ba ne se décide. Oui. Parce que quand on est dans une coalition, on respecte les règles de la coalition. Les règles de la coalition, c'est de recueillir les candidats à la candidature. Et j'étais candidat à la candidature. Et quand on a choisi Amadou Ba, puisque j'étais là pour respecter les règles du jeu. Mais au départ, vous n'étiez pas d'accord. J'ai toujours été d'accord dans la coalition de soutenir le candidat qui était choisi à la suite d'un processus.
Donc, pour moi, que ce soit Amadouba ou quelqu'un d'autre, dès que le processus établit que voilà tel candidat qui est choisi, il faut absolument donc respecter ce choix. Donc, j'ai été très logique avec moi-même. C'est pourquoi j'ai soutenu Amadouba. Et comment expliquez-vous que ce choix, finalement, finit par être exécrable du point de vue des rapports entre lui et le président Sall? Peut-être il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que notre candidat n'a pas été totalement soutenu par toute la coalition. Lui-même n'a pas pris la décision d'aller affronter le suffrage des Sénégalais seul à un moment donné en constatant que ça n'allait plus avec le président Sall. Je reviens pour vous dire que notre candidat n'a pas été totalement soutenu, mais notre candidat peut-être aurait dû, face à tout ce qui s'est passé, en un moment, se retirer pour engager le combat et aller vers les Sénégalais. C'est un manque de courage? Ça, je ne peux pas le dire et je ne vous le fais pas dire. À un moment donné, et c'est ce vide-là qui a fait perdre le pouvoir? Non, ce qui a fait perdre le pouvoir, c'est beaucoup de concours de circonstances. Je pense que notre candidat devait être, à mon avis, mieux encadré, mieux préparé, mieux soutenu. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont fait perdre le pouvoir. Aujourd'hui, avec le recul, quels sont ces facteurs qui vous ont fait perdre? Avec le recul, je l'ai dit dans le livre, il y avait effectivement de la non-préparation, il y avait un groupe qui n'était pas soudé, il y avait manque de solidarité dans le dispositif, donc il y avait beaucoup de facteurs qui en réalité jouaient contre notre candidat. C'était donc une défaite quasi programmée. Et avec également toujours la même distance critique. Aujourd'hui, seriez-vous en train de vous dire on aurait dû, on n'a pas pu? Non, moi je ne regarde pas de cette manière dans le rétroviseur. J'analyse une situation et je me projette dans l'avenir. Je ne suis pas là vraiment pour regarder dans le rétroviseur, pour poser les choses en termes de on aurait dû. Alors un mot en termes d'analyse sur la gestion post justement Macky Sall. Sur la gestion post-Macky Sall, par les nouvelles autorités. Les choses sont en train de se passer. Je trouve qu'il faut y aller. Ça tarde à démarrer carrément. Il faut, à mon avis, régler certaines questions au plan économique et particulièrement au plan financier sur les rapports avec les partenaires et donc y aller parce que une machine économique ne peut pas s'arrêter pendant très longtemps. Je pense qu'il y a des décisions à prendre rapidement dans les relations avec les partenaires techniques et financiers, notamment les FMI. Les 6 urgences, vous avez décliné en parlant du Sénégal debout. Aujourd'hui, vous concluez par un rêve, un Sénégal debout. Quelles sont ces 6 urgences et laquelle vous paraît la plus urgente? Bon, il y a dans notre programme 6 urgences que nous considérons comme étant fondamentales. D'abord, le capital humain, notamment l'éducation et la santé, mais ce capital humain doit effectivement donc être extrêmement bien financé, bien géré, parce que ça me semble être un préalable. Du point de vue purement économique, l'agriculture nous semble être une priorité, l'agriculture-industrie ou l'agro-industrie. Mais tout cela doit effectivement donc reposer sur une disponibilité des facteurs, notamment l'énergie, l'eau, etc. Donc vous voyez que nous avons, nous, une vision très claire qui part de ressources humaines, notamment d'un capital humain donc de qualité, avec un dispositif économique qui repose sur le primaire, notamment l'agriculture, l'industrie, mais aussi, et cela me semble important, la disponibilité des facteurs, dont l'énergie, l'eau, sans oublier le numérique. Parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui ne peut pas performer sans une maîtrise parfaite du numérique. Vous voyez donc que nous avons donc un programme assez cohérent et ces facteurs ou ces axes, c'est véritablement quelques axes prioritaires, mais il y a quand même un document beaucoup plus
élaboré qui détaille toute la stratégie économique et financière, mais aussi la stratégie au plan social que nous proposons. Pensez-vous que le Sénégal a encore les ressources morales, les ressources humaines et justement les ressources institutionnelles justement pour le redressement du Sénégal? Mais bien sûr, le Sénégal ne manque pas de ressources, surtout sur ces aspects-là que vous évoquez. Le Sénégal est un pays assez mature de ce point de vue, qui a des ressources humaines de très très grande qualité, mais aussi qui a des institutions solides qui ont traversé quand même des périodes qui semblaient a priori être des périodes insurmontables, mais notre pays est toujours resté debout et a toujours effectivement donc surmonté des occasions ou des périodes difficiles. Oui, le Sénégal est assez robuste au plan moral, au plan intellectuel et au plan institutionnel. Il faut simplement que l'on dépasse quand même cette période où on semble oublier les priorités et aller à l'essentiel. Autrement dit, travailler à ce que le Sénégal regagne sa place dans le concert des nations, notamment au niveau de l'UEMOA et au niveau effectivement de l'Afrique et au-delà dans le concert des nations. Doit-on passer par la refondation du pays? Bon, refondation. La création de ce parti, refondation. La Renaissance africaine à l'avenir. Je ne sais pas s'il faut une refondation ou non, mais il faut absolument que les Sénégalais se retrouvent. Le tissu social doit être un tissu cohérent où tout le monde tire vers l'intérêt national, quelles que soient les contradictions de parti par ailleurs. Et des réformes sont annoncées. Comment analysez-vous le rythme des réformes actuelles? Bon, les réformes, effectivement, il faut donc les envisager et d'ailleurs les accélérer. Il y a un dossier en cours sur la justice. Oui. Je pense qu'on a abordé cette question dans le cadre d'assises. Il y a aussi une réforme qui peut-être est dans le pipe sur le foncier, qu'il faut certainement donc aussi mettre en route. Il y a beaucoup de réformes qui attendent le Sénégal et je suis persuadé qu'on en est très conscient et on va y arriver. On va y arriver, mais comment jugez-vous les réformes annoncées, les actes qui ont été posés jusqu'ici par les nouvelles autorités? Mais je pense que je n'ai pas vu fondamentalement de réformes consolidantes posées jusque-là. On est resté trop longtemps dans des considérations qui sont des considérations, de mon point de vue, qu'il faut dépasser. C'est toutes ces problématiques-là sur la dette cachée, etc. Un débat qui nous a pris donc un an. D'autres considérations qui, en réalité, sont des considérations internes aux partis politiques qui gouvernent le pays actuellement. Je pense qu'il faut s'arrêter de ce point de vue et engager les vraies réformes qui attendent le Sénégal, notamment sur la justice, sur l'économie et autres. C'est des réformes envisagées, contenues dans le document issu de la grande réflexion sur la justice, mais de ce point de vue-là, les Sénégalaises et les Sénégalais attendent toujours. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas appeler réforme ce qui est dans le pipe. Ça, c'est ce qui est donc annoncé, c'est ce qui est attendu, mais aujourd'hui, je pense qu'on est plus focalisé sur un débat, le fameux débat sur la dette cachée ou sur une contradiction interne à un parti, au lieu de poser effectivement les réformes et de les dérouler. Alors aujourd'hui, vous avez un projet, par exemple, qui risque de faire face au projet de PASTEF aujourd'hui. Alors, de ce point de vue, quelle analyse par rapport aux deux projets? L'analyse par rapport aux deux projets, notre projet à nous, c'est un projet qui repose d'abord sur une très très bonne maîtrise du capital humain. Autrement dit, aujourd'hui, la question de l'éducation au Sénégal doit être une question qui oriente les ressources humaines vers effectivement donc la production. Le débat aujourd'hui au niveau de l'université et tout ce que donc l'on est en train de vivre au niveau enseignement supérieur mérite d'être dépassé. Nous avons donc un projet qui va faire focus sur tout ce qui est éducation et qui va orienter notre système d'enseignement de manière générale, du primaire jusqu'à l'université, vers la production. Autre élément important, c'est insister pour que le capital humain du point de vue santé et du point de vue action sociale soit aussi effectivement bien pris en charge. Autrement dit, un système qui ne laisse pas effectivement donc la pauvreté se développer. Parce que aujourd'hui au Sénégal, même si notre schéma économique n'est pas un schéma économique orienté spécifiquement vers la réduction de la pauvreté,
mais on doit créer suffisamment de richesses du point de vue donc agriculture, industrie, etc., pour que l'État puisse véritablement jouer le rôle de soubassement pour la redistribution, pour soutenir l'action sociale et aider donc les couches vulnérables. Ça, effectivement, donc, nous y travaillons. Élément important au plan économique, que notre économie doit effectivement s'adosser sur une agriculture performante, une agriculture où effectivement donc où les intrants sont des intrants de qualité, où la mécanisation aussi est une mécanisation bien maîtrisée, mais une agriculture aussi qui attaque des marchés maîtrisés. Autrement dit, il est important d'aider effectivement les producteurs agricoles à engager effectivement les marchés, et c'est toute la problématique de la commercialisation des produits agricoles. Autre élément essentiel, nous ne devons pas produire au plan agricole pour vendre la production. Simplement, il faut produire pour intégrer une chaîne de valeur industrielle. Donc l'industrialisation est pour nous donc, un domaine extrêmement important qui malheureusement n'est pas suffisamment, en tout cas, donc, pris en charge actuellement. Autre aspect important, et je pense qu'à ce niveau-là aussi, un travail est en train de se faire, j'espère qu'il ira jusqu'au bout, c'est la maîtrise de l'énergie, parce que les coûts des facteurs nous semblent être essentiels à maîtriser. Et là, nous sommes déjà d'ailleurs pays pétrolier et gazé, mais il faut absolument que notre pétrole et notre gaz servent à notre industrie et servent à notre économie. Toute la problématique de gaz to power et autres doit être véritablement donc une très bonne maîtrise. Ça, notre programme l'intègre. Les autres programmes, notamment le programme actuel du PASTEF et le programme d'ailleurs du président Macky Sall, notre ancien programme, le PSE, l'intégrer. Mais là où il y a effectivement la différence, c'est de faire en sorte que dans la mise en œuvre stratégique, de mettre en place tous les leviers donc opérationnels et institutionnels pour arriver au résultat. C'est souvent à ce niveau-là que les gouvernances donc, ont des limites, même si au plan stratégique tout est bien réfléchi, c'est à la mise en œuvre que ça pose souvent problème. Et nous avons dans notre projet un dispositif annexé qui est le dispositif de mise en œuvre opérationnelle efficace. Je pense que notre programme mérite d'être bien étudié par les Sénégalais et très bientôt, nous allons donc commencer le travail de sensibilisation autour de ça et même les missions de terrain pour que Renaissance républicaine soit mieux connue par les populations et que notre programme soit bien assimilé. Le prochain rendez-vous, ce sont les élections locales. Serez-vous de la partie au niveau de Yoff, par exemple? Je laisse le soin au parti de déterminer tout cela, parce que quand on est dans un parti sérieux aussi, on ne va pas prendre des décisions seul. Le parti va apprécier au niveau national pour voir quelle est sa stratégie de participation aux élections. Au niveau de Yoff, la commune? Même chose, Yoff n'est pas une exception. Yoff entre dans Vous avez perdu quand même la commune aujourd'hui. Oui, Yoff entre dans la stratégie. Serez-vous disposé à vous relancer pour la reconquête? Baye Oumar, Yoff est aussi une localité, un territoire qui intègre cette stratégie globale du parti. Oui. Nous attendons. Mais vous l'aviez perdu pour la reconquête. Nous attendons le point de vue du parti. Vous l'aviez perdu pour la reconquête. Mais attendons que le parti se décide. Si le parti se décide, si on doit aller à notre niveau reconquérir Yoff, je pense qu'on ira reconquérir Yoff. Vous y pensez? Et Yoff, je pense, vous y pensez? Ne sera pas un problème pour nous. Ah oui? Ah oui, naturellement. Alors, la santé, la gouvernance sanitaire, parlons-en, Abdoulaye Diouf Sarr. Dans quel état avez-vous légué justement la santé et comment vous le retrouvez aujourd'hui? Quelle analyse? La gouvernance sanitaire, nous avons laissé la santé dans des conditions, bien sûr, à parfaire. Parce que, vous savez, hein, si on mettait le double du budget actuel de la santé, on aura toujours des gaps parce que pour atteindre l'accessibilité financière et l'accessibilité géographique dans un pays comme le nôtre, il faut énormément de moyens, il faut énormément de temps. Et vous avez dit dans vos ouvrages que c'est un secteur sur lequel des investissements lourds devraient justement Mais oui, c'est ce que je vous dis tout de suite. Hein. C'est ce que je vous dis tout de suite. Il faut continuer à investir dans la santé.
Un investissement important a été fait par le président Sall. Le régime actuel doit poursuivre cet investissement. Et c'est ça qui permettra un jour que les Sénégalais puissent avoir un système de santé robuste. Parce qu'un système de santé robuste, c'est quoi? C'est un plateau médical, c'est aussi des ressources humaines, mais aussi c'est un bon dispositif de médicaments, c'est des laboratoires qui sont là, c'est de l'imagerie, mais c'est véritablement global. C'est même à la limite du numérique bien maîtrisé pour aller au dossier médical partagé. Donc la santé mérite un investissement permanent pour maîtriser tout ce qui se passe autour des maladies transmissibles, mais aussi au niveau des maladies non transmissibles. Dans quel état l'avez-vous laissé? Dans un état en progression, dans un état effectivement donc qui mérite une progression qui mérite d'être poursuivie. Nous avons beaucoup investi, mais j'avoue que il y a donc des défis qu'il faut absolument donc adresser et relever. Si vous aviez un message à adresser aux Sénégalais aujourd'hui, lequel? Un message d'espoir. Un message d'espoir. Le Sénégal est un pays qui donc mérite des sacrifices. Hein. Nous tous, nous devons nous mettre à la disposition de notre pays. Le message que j'adresse aux Sénégalais, c'est de tenir et de ne jamais laisser, de faire en sorte que les fils du pays se retrouvent autour de l'essentiel, quelle que soit leur contradiction de part et par ailleurs. Sans bruit, mais avec quelle espérance pour le Sénégal de demain? Beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Je suis persuadé que le Sénégal d'aujourd'hui et de demain sera un Sénégal qui va effectivement donc être sur les rails de l'émergence. Vous avez suivi le débat aujourd'hui à la tête de l'exécutif bicéphale. Quelle analyse? C'est un débat qu'il faut absolument dépasser. Nous n'avons pas le droit d'affaiblir les institutions sur l'autel de contradictions qui sont des contradictions personnelles. Et vous avez suivi ce débat? Mais tout à fait, tous les Sénégalais suivent ce débat. Mais nous n'avons pas le droit, encore une fois, d'affaiblir les institutions du pays sur des considérations partisanes et personnelles. On a suivi aussi la baisse des coûts des denrées de première nécessité et également la baisse du coût de l'énergie avec le gasoil, l'essence. Très bonne chose. Il faut absolument que ça se poursuive parce qu'en réalité, c'est pour ça que les Sénégalais, effectivement, ont élu l'actuel régime, c'est de faire en sorte que des baisses de cette nature ou des progrès de cette nature se consolident. Donc, je félicite de ce point de vue les autorités pour ces résultats. Aujourd'hui, dans quelle situation se trouvent les Sénégalais aujourd'hui en termes d'analyse par rapport à la situation conjoncturelle, structurelle? Votre parti analyse la situation pour dire quoi en définitive? Pour dire qu'il y a un travail qui attend l'actuel régime. La machine n'a pas encore, en tout cas, pris son envol. Il y a beaucoup de sujets qui sont aujourd'hui sur la table qui ne sont pas les sujets prioritaires. Les acteurs économiques dans le secteur privé attendent effectivement de l'État un certain nombre de décisions et de réformes. Je pense que les couches démunies attendent que l'État aussi s'occupe de tout ce qui est donc action vers les couches vulnérables. Aujourd'hui, vous avez effectivement certainement les informations sur la campagne de commercialisation. Il y a lieu de faire quelque chose à ce niveau. Il y a beaucoup de sujets qui sont aujourd'hui en instance. Je pense qu'aujourd'hui, il est important de se dire que les priorités sont là. Il faut donc s'attaquer aux priorités et arrêter donc tout ce débat qui en réalité n'est pas un débat intéressant pour les populations. Sans bruit aujourd'hui, peut-on dire qu'Abdoulaye Diouf Sarr rompt le silence et retrouve la voix? Abdoulaye Diouf Sarr a fait sans bruit, a créé effectivement son parti et va travailler effectivement à participer au débat national. Oui, quel rendez-vous à court, moyen et long terme pour les Sénégalais qui vous entendent? Bon, je donne rendez-vous aux Sénégalais par rapport aux enjeux qui intéressent le pays. Le rendez-vous autour des préoccupations de tous les jours, le rendez-vous autour des échéances électorales à venir. Les locales prochaines. Mais aussi oui. Un rendez-vous par rapport effectivement surtout au débat pour apporter nos propositions pour donc servir notre pays. La première proposition aujourd'hui à court terme serait quoi pour les Sénégalais qui vous écoutent? C'est la dernière question. Serait d'installer la confiance.
c'est véritablement de faire en sorte que la confiance soit quand même de mise dans le pays, parce qu'on a l'impression qu'il y a absence de confiance, notamment surtout avec les différents acteurs. La acteurs jeunesse, acteurs économiques. Vous avez une réponse par rapport aux problèmes auxquels sont confrontés les jeunes? Partenaires techniques et financiers. Avez-vous la réponse pour résoudre les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés? La jeunesse, c'est orienter de manière globale l'ensemble des politiques publiques vers l'emploi. Aujourd'hui, les jeunes Vous détenez la clé? Ont des problèmes. Il n'y a pas de clé toute faite. Il y a bien sûr des politiques publiques à orienter vers l'emploi des jeunes. Et aujourd'hui, quand on dit politique publique orientée à l'emploi des jeunes, c'est faire en sorte que l'ensemble des politiques publiques et les actions de l'État nous dirigent vers la valeur ajoutée emploi jeune. Je pense que ça, c'est important, mais il n'y a pas aujourd'hui donc de clé toute faite, il n'y a pas de recette miracle. Il faut donc énormément d'efforts et orienter les politiques publiques de l'État vers la création d'emplois pour les jeunes. Et désormais, vous êtes sur le terrain à la rencontre des Sénégalais jeunes, femmes, personnes âgées. Mais nous n'avons jamais quitté le terrain. Nous n'avons jamais quitté le terrain. Nous sommes sur le terrain aujourd'hui. Nous y serons demain pour faire en sorte que les préoccupations des Sénégalais nous soient remontées pour qu'on affine davantage les solutions qu'on propose. Ça y est, c'est parti. Sans bruit a été justement décliné en termes d'ouvrage. Et le prochain ouvrage? Le prochain ouvrage est déjà donc en train d'être envisagé. Je peux dire que le prochain ouvrage dans un an ou dans moins d'un an va traiter du management de manière globale, la gouvernance publique. Et aujourd'hui, je peux dire que nous avons même quelque part réfléchi là-dessus, parce que le manuscrit qui était dans le pipe depuis quelques années a été un peu dépoussiéré et je suis en train de le lire. Ça s'appelle les symptômes de l'inexcellence. Parce que nous pensons que dans la gouvernance publique, il y a beaucoup de zones d'inexcellence ou d'incohérence qu'il faut savoir analyser pour y apporter des propositions de solutions. Là, ce sera vraiment un ouvrage de management, d'organisation et de stratégie pour la gestion des institutions publiques. Et qui s'accompagne d'actions sur le terrain politique. Naturellement, parce que quand on analyse la gouvernance de manière générale et qu'on parle des symptômes de l'inexcellence, il faut absolument des actions de correction de ces symptômes d'inexcellence. Donc, nous ne faisons pas un ouvrage juste pour la théorie, nous voulons faire un ouvrage utile. Quand on dit un ouvrage utile, il faut absolument que derrière, qu'on envisage des actions pour que l'inexcellence qui a été détectée au niveau de l'analyse trouve des solutions. Merci beaucoup Abdoulaye Diouf Sarr, ça a été un plaisir. Publication de l'ouvrage Sans bruit à lire également. Encourager l'équipe du Sénégal également au football qui a fait match nul contre la RDC et certainement le prochain match sera le bon avec le Bénin. C'est certain, c'est certain. Je pense que le match donc avec le Congo a été un match très attendu. Oui. On a eu malheureusement, on dit malheureusement, un match nul, mais je suis persuadé que le Sénégal sera à l'arrivée. Ça, c'est une conviction parce que tout est là pour que véritablement notre deuxième étoile donc, soit sur notre maillot. Tous nos encouragements à l'équipe nationale pour la suite. Merci encore une fois. Un grand bravo à l'équipe digitale et merci encore de nous avoir suivis. Mais toutes nos condoléances suite à la disparition de Père Brahim et justement nos condoléances aux fans du club et aussi aux Sénégalais qui suivent Sud FM. Merci encore une fois. Je vous remercie, Bayouma. Abdoulaye Diouf Sarr, ça a été encore une fois un plaisir et d'autres occasions certainement pour encore approfondir la réflexion. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche sur la 98.5. Place à El Hadji Malick Ndiaye et son invité dans le cadre de Dianobi. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam
dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé